bonjour à toutes. Bienvenue à notre 5e conférence et officiellement la moitié de notre cycle 2021-2022 Connexion. Je profite de ces quelques minutes de parole pour remercier chaleureusement les différentes instances qui ont participé au financement de notre projet. Merci au VERED programme d'études juives canadiennes à l'Université de Sherbrooke, l'Université d'Ottawa, excusez-moi, à l'Association d'études juives canadiennes, au micro-programme en études juives de l'Université de Montréal et à la FECUM. Aujourd'hui, nous recevons Gabriela Mansour pour sa conférence « Des modernités maghrébines, juives multiples, le cas de la communauté juive d'Essaouira au Maroc ». En guise de brève présentation, Gabriela Mansour est doctorat au département d'histoire juive à l'Université hébraïque de Jérusalem. Son mémoire portait sur les modernités juives marocaines au tournant du XXe siècle et sa recherche actuelle porte sur l'histoire d'en bas des Juifs algériens à l'époque coloniale, qu'il analyse notamment à travers les écrits en hébreu rabbinique et en judéo-arabe des couches traditionnelles et populaires. Gabriela Mansour est récipiendaire du programme d'excellence à la Mendel School for Advanced Studies in the Humanities. Il est également boursier à l'Institut Shalom Hartman à Jérusalem. Comme à notre habitude, la présentation sera d'une durée d'environ 30 minutes et à la fin, nous aurons une période de questions bilingues. Gabrielle, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices et à toutes les organisations qui soutiennent. Juste, Alex, une précision. C'est l'intervention pour être sûr. Ouais. OK. Alors, juste un partage d'écran. On va commencer tout de suite. On n'est pas en trop grand comité, donc bien qu'il y ait une période de questions à la fin, s'il y a des questions qui sont liées plus à la compréhension, n'hésitez pas, même pendant l'intervention, ça ne me dérange pas. Vous pouvez écrire dans le chat ou vous pouvez prendre le micro. De mon point de vue, c'est avec plaisir. Alors je me lance. Mon intervention elle va se focaliser sur les élites intellectuelles de la communauté juive de Mogador et Essaouira au Maroc dans la seconde moitié du XIXe siècle, comme témoignant d'une modernité plurielle chez les Juifs du Maroc. Alors je précise que lorsque j'emploie le mot intellectuel et aussi le mot élite, je l'emploie dans un sens très gramscien, c'est-à-dire non pas pour désigner les personnes en position hégémonique, mais au contraire pour parler de ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques, c'est-à-dire l'ensemble des forces sociales, prolétaires ou culturelles, qui émergent à cette époque et qui remettent justement en question ce qu'on peut appeler l'hégémonie traditionnelle. Alors, juste d'abord quelques mots sur Essaouira. J'ai utilisé le mot Mogador et Essaouira. Essaouira, c'est le nom de la ville actuellement, depuis l'indépendance en 1956. Mogador, c'était le nom utilisé durant des siècles et aussi pendant la période coloniale. Donc, les termes ça désigne le même lieu. Si j'utilise les deux, ne soyez pas surpris. Et Essaouira, c'était une ville. Essaouira, c'était une ville. C'était un port important qui a été construit en 1765 par le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah. Et donc, c'était une cité marchande. C'était le premier port international du Maroc. Et comme c'était le premier port international du Maroc, c'était aussi un endroit en perpétuel changement tout le long du XIXe siècle, qui était ouvert à de nombreuses idées et à de nombreuses cultures. Et la ville a aussi absorbé des nombreuses vagues d'immigration juive de l'intérieur du Maroc. C'est une des particularités de la ville, à savoir que la communauté juive qui était très importante dans la ville, au début du XXe siècle, plus de la moitié de la population de la ville est juive. Mais cette population juive n'était pas une population qui vivait historiquement à Essaouira, mais une population en fait composée de différents groupes de juifs marocains qui s'étaient installés là-bas grâce aux opportunités économiques que ce port international pouvait offrir. Alors, je veux juste dire quelques mots sur le contexte historique au sein duquel on va parler. Et à cette époque-là, à l'époque qui m'intéresse, donc à la fin du XIXe siècle, la communauté juive de la ville traverse une crise sociale importante, une crise qui est liée donc à l'inégalité au sein de la population juive entre une élite petite mais très riche et qui détient le pouvoir et une masse juive pauvre avec un statut traditionnel. Et un des facteurs de cette inégalité-là, alors le premier facteur qu'on peut citer, qui va être important aussi pour nous dans la suite, c'est ce qu'on va appeler le régime des capitulations. C'est-à-dire que l'impérialisme européen va s'installer au Maroc via un régime des capitulations qui va commencer
dès le milieu du 19e siècle et qui, en fait, avait obligé le Maroc à autoriser les grands empires européens, notamment la France, mais aussi l'Angleterre, l'Autriche et d'autres, à accepter la capacité qu'avaient ces empires-là à donner un statut de protégé, de protection consulaire à certains habitants marocains. Alors, il s'agit donc, à partir du moment où une personne ou un citoyen marocain, juif ou non, ou musulman, obtenait le statut de protégé, de fait, il sortait de la juridiction marocaine. Donc, c'était quelque chose qui a beaucoup érodé la souveraineté marocaine et qui a préparé le terrain donc, au colonialisme. Pour les empires européens, c'était une façon d'augmenter leur sphère d'influence. Et donc, c'est quelque chose qui va changer, qui va pas mal bouleverser la communauté juive des Essaouira, parce que comme il s'agissait d'un port maritime, une partie des juifs étaient des marchands, et de nombreux juifs, par rapport à la population donc, de la ville, de nombreux juifs vont obtenir ce statut de protégé français, de protégé anglais, etc. Et donc, ça va être la première cause d'inégalité, à savoir une petite couche qui aura un statut juridique, un statut économique et un statut culturel, et un capital culturel aussi, supérieur et différent de celui des autres juifs de la ville et qui vont continuer à détenir le pouvoir traditionnel. À côté de ça, on peut aussi citer un autre facteur qui va influencer, qui va participer donc à ces tensions sociales, et c'est l'entrée en scène de grandes associations philanthropiques juives d'Europe, notamment l'Alliance israélite universelle et notamment l'Anglo-Jewish Association, qui vont commencer à s'installer dans la ville dès la moitié du 19e siècle. Elles vont choisir Essaouira parce que c'est une ville plus ouverte, c'est un port maritime parce qu'il y a déjà des contacts avec les juifs européens, et via donc ces associations-là, vont aussi pénétrer dans la communauté juive des idées donc d'égalité, de démocratisation, etc., qui vont faire qu'une partie de la population juive, la population donc, défavorisée de la ville, va commencer à réclamer un changement social et une réforme de la communauté. Donc ça, c'est le cadre historique. Il a été assez bien documenté par Daniel Schroeter. Je vous invite à lire ses écrits pour en savoir plus. Et maintenant, juste un mot sur le cadre théorique. Donc, j'ai parlé dans le titre de modernité judo-marocaine au pluriel. On a longtemps, on va dire la vision historique traditionnelle, aussi notamment en histoire juive, elle suivait le paradigme weberien qui voyait comme antagonistes les mots modernité et tradition. On avait donc cette vision-là un peu d'une société juive traditionnelle qui était essentiellement statique, qui était déterminée par l'obéissance à l'autorité sacrée de la tradition, et à l'inverse, une modernité qui était considérée en général comme une rupture, comme via notamment un processus de rationalisation, de sécularisation. Et selon ce point de vue-là, la modernisation était toujours synonyme d'occidentalisation, c'est-à-dire qu'elle a commencé dans un contexte non européen qui était, c'est-à-dire, excusez-moi, que dans un contexte non européen, elle était importée de l'Europe, ou via le colonialisme notamment, c'est comme ça qu'on voyait ça. Alors c'est évidemment une vision que moi je vais contester. Je suis toute une liste donc, on va dire une nouvelle génération d'historiens, et notamment d'historiens du Maroc, comme Joseph Chitrid, comme Daniel Schroeter, comme Jessica Marglin et d'autres, qui ont remis en question ce modèle-là et qui ont montré en fait que les modernités juives au Maroc étaient plurielles, qu'elles étaient différentes, qu'elles pouvaient être internes et qu'elles n'étaient pas forcément synonymes d'occidentalisation. Elles pouvaient aussi avoir leur propre dynamique et leur propre évolution. J'ai cité, vous voyez sur votre écran, cette phrase-là qui est donc, de Clémence Boulou, que j'aime bien, qu'elle utilise dans son livre sur Ben Amozek pour dire que la modernité peut être comprise comme la faculté de réimaginer les relations sociales ou religieuses. Je pense que c'est ce genre de modernité qu'on va voir aujourd'hui, notamment à travers des figures donc, qui étaient des figures du peuple, des figures, on va dire, éloignées des centres du pouvoir, qui ont réclamé une modernisation et une démocratisation de leur société, mais qui l'ont réclamé non pas comme une rupture de leur tradition, mais au contraire au sein même de leur tradition religieuse et culturelle. Alors, on va voir ce soir trois exemples principaux donc, de modernisation interne de la communauté juive d'Essaouira. Le premier va toucher aux érudits traditionnels, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas forcément des rabbins en position de pouvoir. Je rappelle qu'à cette époque, dans les communautés juives du Maroc, certains rabbins avaient un statut officiel et avaient un pouvoir juridique officiel sur la communauté juive, un pouvoir coercitif. Le Maroc reconnaissait l'indépendance et l'autonomie des communautés juives. Donc là, je parle d'érudits traditionnels qui ont une érudition traditionnelle, mais qui vont l'utiliser souvent pour critiquer
les abus du pouvoir rabbinique ou des dirigeants de la communauté. Le deuxième facteur, ça va être les émissaires de Terre Sainte, les émissaires donc, qui venaient d'Eretz Israël. On a un long mouvement de Jérusalem, de la ville de Hébron, de la ville de Tibériade, etc. Un mouvement de va-et-vient à cette époque-là très important entre le Maroc et la terre d'Israël. Et ce mouvement-là, évidemment, c'est aussi un mouvement, donc une circulation qui permet une circulation d'idées, une circulation de livres, de lettres, etc. Et le troisième facteur, ça va être les intellectuels et activistes sociaux. Par intellectuels, j'entends notamment les courants qui étaient proches de la Haskalah européenne d'Europe de l'Est, qui étaient aussi présents au Maroc, qui étaient aussi présents à Mogador, qui écrivaient dans la presse juive internationale, et les activistes sociaux, qui sont donc ces figures-là au sein de la ville d'Essaouira, qui vont lutter pour un changement dans la ville. Alors, la première catégorie, c'est celle ce que j'appelle des érudits traditionnels, et je voudrais surtout parler d'une figure, et montrer comment une figure peut aussi nous apprendre beaucoup sur les changements et les dynamiques sociales du Maroc à cette époque-là. C'est la figure du Rabbi Yosef Knafou. Donc c'est une figure traditionnelle. Il est né en 1823 à Essaouira. Il n'a jamais occupé aucune fonction officielle, aucune fonction rabbinique officielle. Par conséquent, c'était quelqu'un de pauvre. C'était quelqu'un qui vivait donc dans les quartiers pauvres, qui vivait parmi la population juive pauvre, mais ça a été un auteur prolifique. On a 12 ouvrages qui sont arrivés jusqu'à nous, dont 6 qui ont été publiés de son vivant. C'est un chiffre assez énorme pour l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'impression au Maroc à cette époque-là. Publier un livre, c'était beaucoup d'argent, c'était compliqué, il fallait l'envoyer en dehors, il fallait souvent en Italie, c'est là qu'il va publier la plupart de ces livres-là. Et c'est quelque chose qui est a priori impossible sans un soutien large, donc en général, on a un mécène qui va financer le rabbin. Mais dans le cas de Rabbi Yosef Knafou, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un mécène et qu'en fait, il va réussir en fait, à publier autant de livres parce qu'il va passer par un financement participatif. Les gens de la ville, les gens pauvres de la ville, on a des listes de gens qu'il remercie au début de ses livres, vont chacun faire des petits dons pour lui permettre de publier ses livres. Et ce qu'il va faire, qu'il va réussir de son vivant à publier plus de livres que tous ses contemporains marocains, que tous les rabbins en position officielle, hégémonique, etc. Donc en soi, c'est intéressant ce système-là qu'il va mettre en place. Ce qui est pas moins intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse à ses livres, on réalise que les premiers livres qu'il a écrits au début de sa vie sont des livres, on va dire, rabbiniques traditionnels, qui prouvent une érudition traditionnelle, notamment des livres qui parlent de Kabbalah, de mystique juive, de Talmud, etc. Il va même recevoir ce qu'on appelle des askamot, c'est-à-dire des lettres d'approbation d'autres rabbins pour publier ses livres, et pourtant il va choisir de ne pas les publier. C'est-à-dire que les livres qu'on s'attendrait à avoir publiés, il va les mettre de côté, et à un moment de sa vie, au milieu de sa vie, il y a un changement, et il se met à publier d'une façon frénétique des livres destinés à un public non érudit, un public large, un public désœuvré. Et il va le faire sans aucune approbation rabbinique. C'est-à-dire qu'il va casser ce système-là. Au Maroc, pour publier un livre, il fallait recevoir l'aval d'un rabbin, 2 rabbins importants. C'était une façon de se soumettre à l'autorité rabbinique et de se situer dans un réseau rabbinique. Knafou va casser ce système-là. Et lorsqu'on s'intéresse à ces livres, en fait, on réalise que les livres aussi, leur contenu aussi, et tant dans leur forme que dans le fond, sont aussi une rupture, sont aussi un changement, mais qui s'inscrit dans une tradition. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors d'abord, on a une critique on va trouver plusieurs éléments. Le premier élément qu'on va trouver, c'est que Knafou va commencer à théoriser la notion donc, de masse juive. À cette époque, donc, on va vraiment trouver des échos qui nous rappellent une sorte de vision socialiste, presque marxiste, puisque Knafou va nous parler de la multitude, le mot hamon en hébreu. Il va en parler comme une classe sociale juive distincte. Il va nous dire le but de mes livres, c'est de parler à cette multitude-là. C'est l'essentiel du judaïsme et c'est eux qui doivent diriger la communauté, qui doivent prendre, on va dire, qui doivent monter en puissance pour pouvoir, donc, qui doit être l'élite émergente pour changer ce qui est bloqué au sein de la société juive, que ce soit au niveau social qu'au niveau spirituel, puisque lui va lier les deux, en fait, va lier un changement messianique, une réforme à une réforme sociale de sa communauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser justement ce mot hamon qui, en général, dans la tradition rabbinique, est utilisé d'une façon péjorative pour parler des gens de la masse inculte, des gens non érudits. Et lui, il va subvertir le terme, vraiment. Il va l'utiliser et le changer pour changer, on va dire, l'angle et dire le hamon, c'est le public auquel Dieu s'adresse. Le hamon, c'est celui qui a reçu la Torah en tant que collectivité. Le hamon, c'est à la fois notre but et à la fois
ceux qui ont la capacité d'apporter un changement au sein du judaïsme. Il va le faire à travers toute une liste de textes, certains plus kabbalistiques, d'autres plus, on va dire, plus proches de livres d'éthique. Et la deuxième chose différente qu'on va trouver dans son œuvre, c'est une critique de l'autorité rabbinique traditionnelle. Là encore, on va trouver quelque chose d'intéressant. Knafou ne peut pas émettre une critique trop explicite parce qu'il est assujetti à cette autorité-là qui a un pouvoir coercitif à cette époque, et lui n'est évidemment pas protégé européen ou quoi que ce soit, mais il va émettre une critique donc de plus en plus forte au fur et à mesure que les protestations sociales dans sa ville vont en augmentant. Donc on sent vraiment que ce changement-là qui va être porté par le public, et cette critique-là va être dirigée donc contre les rabbins, qui va décrire comme un petit milieu, un entre-soi, de gens qui, à la place, qui en fait n'arrivent pas à accomplir leur propre rôle, puisque leur rôle, va nous dire Knafou, est de servir le peuple, et d'éduquer le peuple, et de démocratiser les savoirs, de rendre la Torah accessible à tous. Et va nous dire Knafou, mais voilà que les rabbins sont devenus un petit milieu coupé des réalités sociales, coupés de leur propre rôle. Et c'est pour cela, va-t-il dire, que je n'ai pas besoin de leur approbation pour publier mes livres. C'est pour cela qu'en fait, l'approbation qui me suffit, c'est celle du peuple qui finance mes livres et qui me permet de les publier. D'autres éléments qu'on peut citer, c'est la publication en judéo-arabe. Il va être le premier rabbin au Maroc à publier de façon systématique en judéo-arabe, en disant que, encore une fois, son but n'est pas de publier pour un petit milieu d'érudits, mais de diffuser la connaissance qui devrait arriver à tout le monde. Et il va avoir donc cet usage aussi pionnier de l'imprimerie. Il va comprendre que l'imprimerie, c'est aussi un outil de diffusion de masse. Ce n'est pas uniquement, on va dire jusqu'à ce moment-là, pour les rabbins marocains, imprimer un livre, c'était quelque chose de compliqué. Et c'était surtout, on va dire, c'était une sorte de capital symbolique, dire j'ai publié un livre, c'est beau, je l'ai, je peux l'envoyer à d'autres rabbins. Knafou va comprendre que le but principal de l'imprimerie, c'est la diffusion de masse, et aussi en fait cette façon d'éviter de contourner l'autorité rabbinique qui aurait pu empêcher la diffusion des livres. Quand on s'intéresse à Knafou, on se demande évidemment est-ce qu'il est influencé par des courants extérieurs, par des idées extérieures. Alors on trouve dans ses livres aucune référence à des idées à des penseurs de la démocratie, du socialisme ou des théories d'égalité européens. Il ne savait pas lire de langue autre que l'hébreu ou le judéo-arabe, mais on peut supposer qu'une partie de ces idées-là arrivent de façon indirecte via la presse juive internationale qui arrivait aussi à Essaouira, et notamment via son ami proche, Yitzhak Halevi, qui était le vendeur de livres juifs dans la ville, mais qui est aussi un intellectuel qui écrivait et qui envoyait des lettres à certains journaux juifs d'Europe de l'Est, comme Amélie, Tzatfira, donc des journaux liés à la Haskalah. C'est aussi probablement via cet homme-là, via Halevi, que Knafou va découvrir des livres, certains livres du chassidisme et certains livres de ce qu'on appelle donc l'école de Moussard de l'Empire ottoman, les livres de Moussard, les livres d'éthique. Alors, dans le chassidisme, Knafou va encore une fois être un pionnier. Il va être le premier rabbin marocain à faire entrer des idées chassidiques et des histoires chassidiques dans ses livres. Et sans surprise, à travers le chassidisme, Knafou va trouver un ancrage à sa propre pensée. Donc, je parle des premiers du chassidisme du début, où Knafou va trouver là-bas donc cette idée-là de critique de l'autorité rabbinique, en place, de l'establishment rabbinique, il faudrait dire, cette volonté de diffuser la Torah, cette volonté de démocratiser la société juive. Donc, toutes ces idées-là, il va y avoir un ancrage, il va les utiliser, évidemment, après un changement culturel, une adaptation culturelle très intéressante. La traduction en judéo-arabe de certains morceaux chassidiques, de certaines histoires chassidiques est en soi intéressante, puisqu'on voit évidemment des changements et des adaptations. Et pareil pour l'école d'éthique de Moussard de l'Empire ottoman, où il va là-bas beaucoup adhérer donc, à ce projet-là d'écriture pour les masses et d'écriture dans la langue que parlent les Juifs. Donc, ces livres-là, ces livres de Moussard, comme le Péléioès, le Me'am Loès, ont souvent été écrits en ladino, la langue des Juifs de l'Empire ottoman. Et lui va faire la même chose en écrivant en judéo-arabe et en disant « je suis ces maîtres-là qui ont compris que le but de notre enseignement, c'était la diffusion ». Donc, à travers Knafou, ce qu'on va voir, c'est cette réimagination des liens sociaux. C'est-à-dire que Knafou va d'abord savoir utiliser les outils modernes, mais va comprendre aussi que
sa propre vision de la modernisation de la société et de sa communauté ne passe pas par une rupture ou par une sécularisation, mais passe avant tout en fait par un questionnement des relations sociales, des relations entre la masse et l'élite, des relations entre les rabbins et le peuple. Et donc ces questionnements va aussi passer par en fait une description de ce que pourrait être la société juive si elle fonctionnait différemment. Donc ça, c'était pour Knafou. Le deuxième exemple dont je voudrais parler, c'est ces cercles-là d'intellectuels qui ont commencé à se développer à Essaouira à cette époque, et notamment un cercle, une organisation secrète, la Lishkat Yesod HaMa'aravi, dont on ne savait absolument rien jusqu'à ce que j'ai eu la chance de découvrir à la Bibliothèque nationale d'Israël un cahier, donc un cahier manuscrit du secrétaire de cette société-là, qui s'appelait donc David El-Kaïm. Vous avez sa photo et vous avez aussi la photo d'une des pages du cahier. En fait, on savait qu'il y avait à Mogador quelques intellectuels qui échangeaient qui écrivaient notamment dans la presse juive d'Europe de l'Est. On pensait qu'ils agissaient surtout d'une façon isolée, qu'ils étaient assez isolés de leur communauté, des autodidactes on va dire, et qui n'avaient pas un ruissellement de certaines de leurs idées au sein de la communauté. Via cette association-là, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait des liens forts entre cette organisation qui fonctionnait de façon secrète et une autre organisation plus grande qui s'appelait la Agudat Bnei Israël, qui était basée à Jérusalem. En fait, à Mogador, on avait fondé une loge. Donc, la Lishkat Yesod HaMa'aravi était la loge de la Agudat Bnei Israël. Et leur but était, donc elle était composée de maskilim, donc de ces intellectuels, d'activistes sociaux, de marchands et de rabbins, qui se réunissaient pour promouvoir de façon active, en fait, un changement dans la société, une démocratisation au niveau local, mais qui avait aussi une vision beaucoup plus globale, c'est-à-dire qu'ils sortaient du cadre uniquement local pour déjà réfléchir au monde juif dans son ensemble et aux changements que le monde juif devrait traverser, avec une vision très collective, une solidarité juive et une vision aussi donc une vision on va dire de mise en place d'une culture propre aux juifs et de culture nationale et une lutte contre l'antisémitisme. Et lorsqu'on regarde les noms en fait, des gens qui participaient à cette société, on réalise que ce sont exactement les mêmes noms que les gens qui financent l'œuvre de Yosef Knafou, que les gens qui sont actifs dans le combat social à Essaouira. Donc encore un autre milieu, mais qui est lié aux autres aussi, et qui en fait des alliés naturels avec des gens comme Knafou qui apportent une sorte de soutien spirituel et des activistes qui, eux, tentent de créer des changements sur le terrain. Et là encore, on a une autre vision de la modernisation, puisque là, on a clairement une modernisation interne. On a des gens qui sont conscients de l'existence de la modernisation européenne, qui parfois participent aux actions de l'Alliance israélite universelle, qui connaissent la modernisation aussi sioniste juive d'Europe de l'Est, mais qui choisissent quelque chose d'autre, une sorte de troisième voie, qui, d'un côté, qui en fait cherche au sein de sa propre tradition des outils pour modifier la société d'une façon qui ne sera pas en rupture, mais au contraire, dans une sorte eux voient cela comme une forme de restauration, comme la façon, on va dire, de revivifier tout cela de l'intérieur. Ils vont se réunir, les réunions auront lieu en hébreu, et là on voit vraiment des échos de ce qui va arriver juste après, à savoir que lorsque cette association va se fermer au début du XXe siècle, la même année se crée la première association sioniste au Maroc, Sha'arei Tzion, qui est en fait dirigée par les mêmes personnes et qui, on va dire, prend une dimension supplémentaire, une dimension un peu plus politique, qui décide de s'unir en fait au mouvement sioniste naissant, avec toujours ces mêmes objectifs de solidarité, de création d'une culture nationale et de modernisation de l'intérieur, et surtout d'auto-émancipation, auto-émancipation à un niveau local et à un niveau international. Mon dernier exemple, c'est lié, j'ai appelé la mangerie. Je parlais juste là en commençant au début de mon intervention de cette histoire de protection consulaire qui était importante à cette époque-là dans Essaouira. On sait qu'une petite élite avait profité du statut de protégé, mais ce que j'aimerais montrer, c'est que donc on a tendance en général à voir le statut de protégé comme quelque chose qui va éloigner les gens, qui va les amener vers un processus de sécularisation et va les éloigner de l'autorité rabbinique traditionnelle dont ils sortent, puisqu'ils sortent de la juridiction du tribunal rabbinique local. Or, ce que j'aimerais montrer à travers un exemple, c'est qu'en réalité, ce que ça va faire, ça ne va pas forcément éloigner les gens de la tradition du monde rabbinique ou de la tradition rabbinique, mais cela va créer un changement à l'intérieur de la tradition rabbinique
qui va désormais devoir être plus attractive. C'est-à-dire que désormais, elle va devoir, les gens auront la possibilité, ces protégés-là auront la possibilité de faire intervenir d'autres autorités rabbiniques puisqu'ils ne seront plus soumis à l'autorité locale. Et donc, on va avoir à la fois un processus de globalisation de l'autorité rabbinique et une sorte de forum shopping interne, ou si vous voulez, de pluralisme juridique endogène, qui va permettre aux gens de circuler d'une instance rabbinique à l'autre pour en fait trouver celle qui leur correspondra un peu plus, pratique qu'on connaît évidemment jusqu'à aujourd'hui, mais qui à cette époque était complètement nouvelle. Alors, le cas donc, du testament d'Aïcha Afriat, c'était une des grandes polémiques qui a commencé à un niveau local à Essaouira, qui s'est étendue à tout le Maroc et qui s'est étendue ensuite à tout le monde séfarade, puisque des rabbins de toute l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient se sont mêlés à cette polémique-là. Pour faire très simple, on pourra raconter sur un pied l'histoire. On a donc une femme, Aïcha Afriat, née dans une famille riche, qui est elle-même une femme riche, qui avait épousé en premier mariage un membre de sa famille éloigné. Cet époux était décédé. Aïcha Afriat était devenue de fait encore plus riche, puisqu'elle avait hérité en plus de la fortune de son époux. Elle se remarie une deuxième fois avec un mari au sein d'un couple qui ne fonctionne pas. Et là, on a deux narrations. Et ça va être important, l'histoire de narration, puisque Aïcha Afriat, ou la famille d'Aïcha Afriat, va estimer qu'en fait, qu'elle-même avait fait tous les efforts possibles pour maintenir son mariage, mais que son mari était un personnage qu'il avait abandonné, qui refusait de remplir ses obligations conjugales, qu'il avait délaissé. Et par conséquent, ils vont tenter d'obtenir le divorce. De l'autre côté, le mari va dire, au contraire, c'est elle qui m'a délaissé, c'est elle qui m'a abandonné, et Aïcha Afriat, qui était déjà malade, va mourir, et donc va s'ouvrir une énorme polémique sur son testament. Une polémique qui va être qui va aussi toucher une question de genre, puisque à cette époque-là, au Maroc, une loi juive qui était rarement appliquée à cette époque-là dans le reste du monde juif, est encore appliquée au Maroc, c'est la loi de Moredet, une loi qui défavorise beaucoup les femmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme Moredet veut dire littéralement la femme rebelle, et si une femme était décrétée rebelle, c'est-à-dire que si le tribunal rabbinique estimait que la femme n'avait pas rempli ses devoirs conjugaux, par exemple que la femme s'était séparée de son mari contre son gré, et ben cette femme-là perdait ses droits financiers, donc sur sa ketouba en cas de divorce ou sur l'héritage en cas de décès. Et par conséquent, le mari d'Aïcha Afriat va dire « ma femme était une morédette », le tribunal rabbinique local va trancher en sa faveur, et la famille qui était une famille riche, mais qui, surtout au niveau symbolique, ne supporte pas cette idée-là, qui va accuser le mari d'avoir été violent envers sa femme, etc., va mener une lutte pour au contraire, pour que le mari soit considéré, lui, comme celui qui avait abandonné sa femme et qu'il n'hérite pas de l'argent. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'histoire d'argent, c'est ce qui va arriver au niveau du monde rabbinique. C'est-à-dire que ce testament va commencer à un niveau local, et la famille va avoir, comme la famille est protégée, elle n'est pas soumise à l'autorité locale rabbinique, mais on voit que c'est une famille de gens pratiquants, religieux, qui veulent avoir une décision rabbinique, mais ne veulent pas la décision du rabbin local. Et ce qu'ils vont faire, c'est que quelques jours après le décès, on a des piles et des piles de lettres en fait, qui vont être envoyées à tous les rabbins importants du monde juif. Et notamment, quelques jours après le décès, ils envoient une lettre au Rishon LeZion, c'est-à-dire à la plus haute autorité séfarade de cette époque, donc le grand rabbin Eliachar, qui vivait, le grand rabbin de Jérusalem à cette époque-là. C'est quelqu'un qui jouit d'une autorité charismatique, c'est-à-dire dans l'ensemble du monde séfarade, c'était la figure qu'on respectait. Et vous n'allez pas être surpris, ils vont envoyer donc une lettre en disant qu'une bonne partie du testament est destinée aux pauvres de Jérusalem et que par conséquent, pour que ce testament soit valide, il faut qu'on reconnaisse que Aïcha Afriat n'était pas une femme rebelle. Et si le testament est valide, une bonne partie de l'argent pourra aller donc pour les institutions juives, etc., de la Terre Sainte. Et donc là va s'en suivre un débat, un rapport de force entre les rabbins de la terre d'Israël qui vont évidemment pencher en faveur de la famille Afriat et les rabbins de Mogador, qui vont un rapport de force qui va être en fait alimenté par ces émissaires qui circulent entre les différentes zones, qui eux aussi vont participer, eux aussi vont écrire, eux aussi vont prendre position, vont envoyer des lettres. Et au final, ce qui va se passer, c'est que la famille va réussir. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas donc la victoire de la famille, c'est en fait cette nouvelle pratique qui va apparaître à ce moment-là et qui va se développer ensuite par la suite, à savoir ce pluralisme juridique endogène qui permet une émancipation via une émancipation de l'autorité rabbinique locale sans pour autant se transformer en sécularisation et abandon total de la tradition religieuse, mais qui peut prendre une nouvelle forme, à savoir la capacité en fait
qu'ont les gens de faire une sorte de forum shopping, de choisir entre différentes instances juridiques, rabbiniques, et de pouvoir passer d'un rabbin à l'autre pour trouver une décision qui leur correspond, pour se faire entendre aussi, pour contester l'autorité des rabbins locaux lorsqu'ils estiment qu'elle est abusive. Donc tout ce système-là, qui en soi est nouveau, en soi prouve une modernité juridique, mais qui va aussi impacter de l'autre côté les autorités rabbiniques elles-mêmes, qui vont comprendre que désormais elles ne peuvent pas uniquement imposer leur vision des choses, elles sont obligées de se justifier, elles sont obligées d'argumenter, elles sont obligées de prendre en compte le fait que leur décision pourra ne pas être respectée. Or, on sait bien qu'une décision juridique n'a de valeur que si soit si on peut l'imposer, comme c'est le cas en général dans les systèmes juridiques coercitifs, soit si le public l'accepte. Et donc, par conséquent, l'idée de confiance qui va devoir s'installer entre les rabbins et les personnes qui les consultent va aussi commencer à s'installer. On voit ça à travers d'autres affaires qui vont être des affaires plus tardives au Maroc. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. Mais en tout cas, donc, cette troisième part, si vous voulez, cette troisième phase de la modernité marocaine, judéo-marocaine, à savoir la modernité juridique, qui permet ce pluralisme juridique endogène et ces changements au sein au niveau de la vision qu'on a de l'autorité rabbinique locale. Donc, je conclus cette demi-heure avant d'avoir vos questions avec ces trois modèles-là que je propose de retenir. Le modèle des rabbins comme Youssef Tafou qui vont proposer une réarticulation des rapports sociaux à travers notamment une critique sociale et religieuse de la situation de leur communauté, mais sans rompre avec la tradition rabbinique, avec la tradition religieuse. Le deuxième exemple, celui de l'organisation interne de figures comme ce groupe, la Lishkat Yesod HaMa'aravi, qui était actif à Essaouira, qui eux vont prôner une modernisation des instances de la communauté et qui vont développer une vision internationale, mais encore une fois, sans pour autant adopter une occidentalisation, ce qui nous prouve aussi un haut degré d'agency, un haut degré on va dire de conscience et d'activisme et de capacité à décider pour soi-même. Et le troisième, la modernité juridique, qui va s'exprimer à travers d'abord l'émancipation de l'autorité face à l'autorité rabbinique locale, mais aussi à travers cette volonté de s'adresser à d'autres autorités rabbiniques locales, pas forcément de quitter totalement le giron de la communauté, mais de changer les rapports, et notamment les rapports de force qu'il peut avoir entre les rabbins et entre les personnes qui viennent les consulter. Alors voilà, et je serais ravi d'entendre vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Gabriel. Écoute, j'ouvrirai maintenant la période de questions. Puisqu'on n'est pas beaucoup, vous pouvez vous unmuter puis poser la question directement à Gabriel. Ou si vous êtes gêné, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Est-ce qu'on a une première question provenant du public? S'il n'y en a pas, moi, je vais t'en poser une si ça te convient, Gabriel. Dis-moi, je vais en profiter. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas une main levée. Non, d'accord, ok. Alors, j'irai avec quels sont les défis méthodologiques que pose la recherche dans le type d'archives que tu utilises? Alors, pour moi, les défis méthodologiques, il y en a plusieurs. D'abord, il y a un défi technique, qui est que ce sont des archives manuscrites, souvent en judéo-arabe, écrits dans un hébreu qu'on n'utilise plus, dans un hébreu cursif du Maghreb, qu'on appelle le Khatsi Kolmous. En soi, c'est un défi technique. Le défi méthodologique, c'est qu'il s'agit de textes qui… les historiens ont l'habitude de travailler sur des textes en général, sur des archives, sur des revues de presse, etc., qui sont des textes qui se présentent eux-mêmes comme des textes historiques. Moi, je travaille sur des textes qui sont des textes qui témoignent de changements sociaux à un moment donné, mais qui ne sont pas des textes historiques en tant que tels. C'est-à-dire les textes de Rabbi Yosef Nafou, par exemple, sont des textes qui nous parlent d'éthique, sont des textes qui nous parlent de valeurs sociales et religieuses. D'autres textes sont des textes juridiques, des textes de halakha, des textes qui parlent de droit juif. Donc, tous ces textes-là, il faut évidemment pouvoir en faire une lecture historique, c'est-à-dire comprendre quel élément historique on peut tirer de ces textes-là. Donc, je dirais que c'est le défi méthodologique principal. Le deuxième, c'est évidemment donc pour moi, ce qui est important, c'est de réussir à faire entendre les voix du bas. C'est-à-dire, on a l'habitude
souvent, notamment quand on écrit l'histoire du Maghreb et des Juifs du Maghreb, c'est beaucoup écrit par en haut, c'est-à-dire c'est beaucoup écrit à l'époque moderne via les sources coloniales, via les archives, via les rapports de voyageurs européens ou via les élites francophiles, on va dire les élites européanisées de ces communautés-là. Et là, je pense qu'on rate en fait pas mal. Il y a un biais total, il y a un grand biais qu'on rate, enfin, c'est un biais très restreint, puisque lorsqu'on fait ça, on rate en fait le gros de la population juive du Maroc, que soit on ignore, soit qu'on fige dans une vision en fait, qui est complètement fausse. C'est ça que j'essaie de contester, à savoir cette vision-là statique. On se dit, chez eux, il ne s'est rien passé. Il n'y a que chez l'élite qui s'est occidentalisée qu'il s'est passé quelque chose. Or, ce que j'essaie de montrer, justement, c'est que nous, c'est que au sein du gros de la population juive qui n'était pas forcément occidentalisée, on a une dynamique sociale importante, on a des enjeux intellectuels, une circulation du savoir, une participation, une propre vision du monde, etc., qui est passionnante et qui, je pense, sans cela, nous donne une image très manquante. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une question dans le chat qui nous provient de Ashley, qui dit « Comment est-ce que tu définis la notion de modernité? Est-ce que tu identifies un risque à mobiliser le terme dans le cadre de ta recherche? » Alors, j'ai commencé avec… Désolée, est-ce que je peux enchaîner avec une question? Comme ça, tu fais juste une réponse parce qu'il y a Ouais. un lien avec ça. Désolée, je n'étais pas assez vite pour la taper. En fait, c'est une question en lien avec ça parce que si je me rappelle bien, dans ta première ou deuxième diapositive, il y avait une définition qui faisait référence, je ne me souviens pas si exactement la modernité, mais là où tu disais qu'en fait, tu faisais une distinction entre relations sociales et religion dans cette définition. Je n'ai pas eu le temps de la noter. Et en fait, je me questionnais par rapport à… C'était en relation, si je ne me trompe pas, à la notion de modernité. Donc, moi, je me questionnais en particulier sur cette distinction, c'est-à-dire est-ce que c'est pertinent de diviser, d'extirper la notion des religions des relations sociales? Si oui, pourquoi? Quelles sont les limites, ou, notamment dans les cas de la religion juive? Désolée encore. Alors, merci, oui, ça se rejoint effectivement. Je vais reciter cette citation. Donc, le modèle de modernité sans S auquel je n'adhère pas, c'est le modèle weberien qui se pose toujours en opposition à la tradition. C'est-à-dire que modernité comme rupture, modernité comme occidentalisation, ça, c'est un modèle qui, à mes yeux, est restreint. Et donc, j'ai parlé de modernité au pluriel, donc le premier qu'il a fait, c'était le sociologue Shmuel Eisenstadt, qui en fait a été le premier à montrer qu'il y a plusieurs formes de modernité. La définition que moi-même que j'ai apportée et que Valentina a citée, c'est celle qu'apporte Clémence Boulouk dans son livre sur Elisha Ben Amozeg, qui est sorti l'année dernière, un livre très intéressant. Elle parle de sa figure, au passage, un personnage qui a des origines des Savira. Elle parle de sa figure comme présentant une autre modernité et elle dit la modernité peut être comprise comme la faculté de réimaginer les relations sociales ou religieuses. Alors moi, c'est une définition que je trouve pertinente, notamment dans le cadre de ma recherche, c'est-à-dire que la modernité qui peut être comprise comme la faculté de réimaginer les relations sociales ou religieuses, c'est-à-dire qui n'est pas forcément en opposition, qui n'est pas forcément comprise comme opposée à la tradition, mais qui, au contraire, mais qui est quand même lié à un changement, qui est lié à une modification. Et cette modification-là, cette capacité à réimaginer ou à réarticuler les relations sociales, ça me paraît être quelque chose de propre à l'époque moderne, à cette époque-là en tout cas, à cette époque moderne-là, sauf que ça peut se faire de différentes facettes. Pour ce qui est de la séparation entre relations sociales ou religieuses, alors je pense que la distinction, ça dépend de quel groupe on parle. Dans le cas de ma recherche à moi, des groupes traditionnels à l'époque, donc au Maroc de la fin du 19e siècle, je pense effectivement que ce n'est pas la peine de faire cette distinction-là. C'est une distinction qui est en soi très occidentale, c'est-à-dire voir séparer le religieux du politique, du social, etc. Pour les personnages que j'ai présentés, la plupart d'entre eux, au contraire, les voyaient comme complètement liés. C'est-à-dire qu'eux ne font pas cette distinction-là. Et pour eux, leur volonté de réimaginer les relations sociales est liée à une motivation religieuse, ou l'inverse, ou leur volonté de réimaginer et de réarticuler les relations religieuses est liée à leur vision, donc, ou à leur ancrage dans leur société et dans ces problématiques. J'espère que ça répond.
Avant de passer la parole à Jessica, je veux juste voir si Valentina ou Ashley ont un follow-up à la question. Ça va? Alors, Jessica, la parole est à toi. Oui, bonjour Gabriel. Malheureusement, j'étais en réunion avant, je n'ai pas pu écouter toute la présentation. En tout cas, je vais écouter. Je ne sais pas si au début, tu as parlé, je me posais la question, comme tu travailles justement, pas à l'intersection, mais en histoire juridique, si je ne me trompe pas. Et sur le Maroc, je pense au travail de Jessica Marglin particulièrement. Et je ne sais pas justement, est-ce que si vous en avez parlé au début, on a eu, je pense que c'était il y a 2 semaines, on a eu d'ailleurs avec le GSRL, je ne sais pas si tu es familier avec le GSRL, le groupe Société, Religion et Laïcité. À Paris, avec Nadia, il y a un groupe sur la judaïté. Et on a eu toute une discussion justement sur études juives à la frontière du juridique. Et donc, Jessica Marglin avait présenté avec Géraldine Mossière. Je ne sais pas si tu connais aussi le travail de Géraldine. Alors, je me posais un petit peu quelle était de façon plus large ta contribution ou comment tu voyais justement ta position par rapport à… Parce que la discussion qu'on a eue, c'était principalement sur le transnationalisme aussi, c'est de comment, en fait, l'exemple juif, en Afrique du Nord principalement, et bon, dans le cas de… Géraldine, elle a présenté son travail sur la France et la Russie, mais vraiment à partir d'une expérience juive, d'études de l'expérience juridique, en fait, on peut repenser toute cette expérience au-delà de l'État-nation, et il y avait aussi toute une contribution sur comment penser la religion et la laïcité, que dans la plupart des cas, on utilise la laïcité et on utilise la loi comme une espèce de garant de cette sécularité. Donc, je me posais la question dans toute cette conversation, quelle est la place de ton travail? Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Moi, je suis Jessica Ronda, je suis anthropologue. Alors, je suis pas loin de l'histoire parce qu'on dialogue beaucoup avec les historiens, mais c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, et je me dis que nous-mêmes, les anthropologues, on doit aussi s'intéresser davantage aux questions juridiques, en tout cas. Donc voilà, je suis curieuse. Ouais, bien sûr. Merci. Alors j'ai cité Jessica Marglin au début comme exemple de ces chercheurs dont je m'inscris dans la continuité, qui justement présentent une modernité plurielle, notamment des Juifs du Maroc. Et ma dernière partie, celle qui traitait de la modernité juridique, elle est évidemment influencée donc, par les travaux de Jessica Marglin sur le pluralisme juridique de la communauté juive au Maroc. Ce que moi j'essaie de faire, donc je pense que Jessica Marglin parle beaucoup du pluralisme juridique entre les différentes instances, entre les tribunaux rabbiniques, les tribunaux musulmans, les tribunaux consulaires, etc. C'est-à-dire le fait que les Juifs, notamment à l'époque précoloniale, peuvent passer d'un système à l'autre assez facilement et donc peuvent faire une sorte de forum shopping au niveau pour améliorer leurs conditions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose d'un peu différent, mais qui est vraiment dans la continuité de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout en fait l'évolution interne de la tradition rabbinique et du droit hébraïque en général. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est comment ce phénomène-là de pluralisme juridique, on peut aussi trouver, non pas uniquement à un niveau exogène, c'est-à-dire entre différentes instances, on va dire, parallèles, comme les tribunaux rabbiniques et les tribunaux de la charia, mais aussi au niveau endogène, entre en fait, différents tribunaux rabbiniques qui, uniquement à cette époque-là, commencent à devoir en fait, donner des comptes les uns aux autres, puisqu'ils perdent leur juridiction, on va dire leur monopole sur les juifs de leur ville. Par exemple, dans l'exemple que j'ai apporté, le tribunal rabbinique des Sévira donne une décision rabbinique, mais les juifs qui vont consulter ne sont pas intéressés par cette décision-là et veulent le contester, non pas dans un tribunal musulman, dans un tribunal européen, mais dans un autre tribunal rabbinique. Et ça, c'est une pratique qui est complètement nouvelle, qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et je continue à travailler dessus, notamment en Algérie coloniale, le cas sur lequel je travaille maintenant. Ça m'intéresse beaucoup parce que je pense en fait qu'on s'intéresse moins à cet angle-là, à savoir comment ce phénomène-là rejaillit sur les rabbins eux-mêmes. C'est-à-dire comment eux vont devoir s'adapter en fait, à cette situation-là où on peut les consulter ou on peut ne pas les consulter. Et donc, évidemment, il y a un dialogue qui s'installe ou un jeu qui s'installe à partir du moment où le tribunal rabbinique devient volontaire pour que les gens viennent le consulter, pour qu'ils gardent en pertinence. Et il doit aussi s'adapter, il doit aussi trouver des solutions aux problèmes des gens, il doit savoir montrer une certaine souplesse, etc. Et ça, c'est vraiment ça le point qui m'intéresse à moi.
J'ai une follow-up question. Est-ce que je peux… Alors, dans cette conversation, est-ce que… Alors, comme tu parles justement d'endogène, d'une perspective interne, de voir comment les rabbins… Est-ce que tu fais aussi dans ton travail une forme de contribution à la manière dont on conçoit la norme dans l'orthodoxie, la norme religieuse? Alors, C'est une complètement. discussion… Je vais un tout petit peu contester le terme orthodoxe parce que moi, je travaille sur des rabbins d'Afrique du Nord. Je pense que l'orthodoxie, le mot orthodoxe, il désigne précisément, il désigne un courant qui est très européen. Alors évidemment qu'avec le temps, il y a des mélanges, etc. Je le mets en parenthèse, mais pour parler de la question elle-même, oui, c'est précisément le point qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces normes-là changent et évoluent à l'époque moderne, parce qu'il y a justement une influence en fait d'autres systèmes de droit, parce qu'il y a une perte d'autonomie, surtout une perte de monopole. Par exemple, là, sur mon travail en Algérie, je travaille beaucoup la question de l'influence ou de l'impact du colonialisme sur le droit hébraïque en Algérie. C'est-à-dire comment les rabbins vont s'adapter. Je peux donner un exemple sur un pied, avec le mariage civil. Le mariage civil en Algérie va créer un nouveau problème, un problème qui reste toujours pertinent dans une partie du monde juif et notamment dans le monde orthodoxe, à savoir que beaucoup de gens vont se marier civilement, la loi les oblige à se marier civilement, beaucoup vont aussi se marier religieusement, mais les gens peuvent divorcer ensuite civilement sans divorcer religieusement. Et là, les rabbins ont un problème bien connu, le problème des agounot, c'est-à-dire que des femmes se retrouvent auxquelles on refuse le guet, des hommes aussi, mais c'est souvent des femmes. Et donc là, il y a plusieurs possibilités, et notamment en Algérie, les rabbins vont être très créatifs en comprenant en fait qu'ils ont d'abord un rôle social à jouer, c'est-à-dire à libérer ces femmes-là de leur sort, mais aussi en comprenant que s'ils ne le font pas, ils vont vers une crise très importante, puisque ces femmes-là, notamment souvent, se remarient quand même. Ces femmes-là, une partie des femmes juives ne veulent plus se marier religieusement, etc. Donc on a une sorte de fracture sociale à laquelle les rabbins vont essayer de répondre, et c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas été obligés en fait par la création de ces instances parallèles qui offrent, on va dire, qui donnent des voies de secours aux personnes qui se sentent oppressées par l'autorité, on va dire, juive traditionnelle. Je vais prendre la parole parce qu'on a des problèmes d'Internet des deux côtés de l'océan. Donc, je pense que finalement, Jessica, Gabriel, il a répondu à ta question dans le chat. Donc, tu parles du judaïsme traditionnaliste. En fait, c'était ça le mot qu'il utilisait. Complètement. Chose que je trouve tout à fait intéressant de réfléchir aussi au concept de tradition plutôt, et de sortir un peu de ces catégories finalement qu'elles existent et dont les individus font du sens dans les mondes contemporains, mais revenir à cette… à la tradition en tant que concept, je pense que c'est très, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore une dizaine de minutes. Moi, j'ai une autre question. Parce que tu as parlé, aussi peut-être parce que je n'étais pas là, je suis vraiment désolée, mais ça m'intéresse beaucoup. Pour les sources, tes sources, donc tu as accès principalement… Où est-ce que tu vas pour tes sources? Est-ce qu'il y a des sources en Algérie ou est-ce que on est… Voilà. Où est-ce que tu dois aller? Les sources. Alors, je vais d'abord au sein des livres qui ont été publiés par les juifs locaux eux-mêmes, donc tous les livres rabbiniques, les livres de Responsa, d'autres livres que j'ai cités pendant mon intervention, donc toute une série de livres, on va dire, qui sont plus culturels, qui ont été publiés. J'essaie de comprendre pourquoi ces livres sont publiés à ce moment-là. Ensuite, je vais dans les archives, notamment en Israël, on a des fonds d'archives intéressants pour moi, qui sont les archives de l'Institut Benzi et les archives de la Bibliothèque nationale israélienne. Là-bas, en fait, on trouve de nombreux textes, lettres, échanges et livres aussi parfois qui n'ont jamais été publiés, donc qui sont sous forme manuscrite. Et ensuite, je vais, comme tous les historiens, dans les archives plus classiques. J'étais récemment à Paris pour aller aux archives nationales, pour aller aux archives d'outre-mer. En Algérie, très peu d'archives sont restées en Algérie. Lorsque je travaillais sur le Maroc, puisque dans ma présentation à traiter du Maroc, alors sur le Maroc, on a quelques archives intéressantes au Maroc aussi. En Algérie, par contre,
comme les Juifs algériens étaient français depuis 1870, depuis les Crémieux, et parce que l'Algérie était complètement colonisée, les archives qui ont survécu, en tout cas, ne sont pas en Algérie, elles sont en France, une partie, donc une bonne partie, donc aux archives nationales d'outre-mer, une autre partie aux archives de l'Alliance israélite universelle, pour ce qui est de la communauté juive, les archives du consistoire aussi pour la communauté juive. Donc il y a plusieurs fonds d'archives. Moi, je donne toujours la priorité d'abord donc à ce qui a été écrit par les Juifs, par les populations autochtones elles-mêmes, et aussi la presse juive qui m'intéresse, notamment la presse en judéo-arabe et aussi la presse en hébreu, parce que, encore une fois, je pense que, voilà, elle nous présente une autre part de la société, d'autres gens qui lisent et qui écrivent, que ce qu'on trouve dans la presse française, qu'elle soit juive ou nationale, ou ce qu'on trouve voilà, encore dans d'autres documents français. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a une question d'Alexandra dans le chat. On a encore quelques minutes, donc je vais la lire, mais tout le monde peut la lire. Peux-tu élaborer sur ta posture épistémologique ou ta positionnalité en tant que chercheur à l'intérieur de ta recherche doctorale, donc de ton domaine de recherche? Ok, je pense que j'ai un peu comme ça, j'ai lancé des bribes déjà sur ce sujet-là avant, dans les questions d'avant. Je vais essayer de rajouter quelque chose dessus. Je vais peut-être apporter une notion que moi je trouve importante, c'est la notion donc, de Foucault sur les savoirs assujettis. Foucault, il parle donc de ces savoirs-là qui sont souvent disqualifiés parce qu'ils sont vus comme mineurs, comme non, voilà, comme non importants, comme secondaires, etc. Moi, donc, la première chose qui m'intéresse lorsque je m'occupe d'une période, d'une communauté, c'est justement les savoirs assujettis. C'est justement ces savoirs qui sont à la fois, qui parfois même à leur époque étaient déjà considérés comme secondaires par l'hégémonie en place. Par exemple, j'ai parlé de Youssef Nafou, c'est typiquement l'exemple. De son vivant, il a une grande popularité au sein de la population juive, mais il est méprisé, entre guillemets, par l'élite rabbinique de la ville. Donc ça, c'est une des facettes du savoir assujetti. L'autre facette, c'est évidemment chez nous, chez les historiens, à savoir le fait que on va souvent s'intéresser aux mêmes sources, aux mêmes archives, etc. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord d'entendre ces voix-là, de les questionner. Et après, évidemment, que ma position à moi, lorsque j'ai ces textes-là, c'est toujours de les questionner, de comprendre, de tenter en fait de comprendre quel savoir historique ils peuvent nous apporter, ils peuvent rajouter, ils peuvent nous donner en plus. Donc ça rejoint ce que j'expliquais, ce que j'expliquais au début que j'ai mélangé avec la méthodologie, à savoir que à travers ma méthodologie, c'est-à-dire que mon épistémologie et ma méthodologie en fait se mélangent, puisque cette volonté-là d'écrire, on va dire, l'histoire d'en bas, elle passe par une certaine recherche, une recherche de certaines sources plus que d'autres. Et je rajoute aussi que lorsque je lis les archives classiques, c'est-à-dire les archives françaises, bon, là, il y a beaucoup de documentation sur ce sujet-là, mais je pense aussi qu'il faut questionner les archives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les prendre, les ouvrir et les prendre telles quelles. Il faut évidemment comprendre quel point de vue elles nous présentent, sous quel angle, et tenter autant que possible d'entendre à travers les archives les voix qui sont disqualifiées dans les archives, qui sont ignorées aussi. Un exemple, pour parler juste de ma présentation de ce soir, je trouve que c'est assez intéressant en fait que lorsqu'on s'intéresse à ce qui a été écrit sur Essaouira, il y a une figure comme Youssef Nafou qui en général n'est pas du tout mentionnée. Alors c'est intéressant puisque c'est l'auteur le plus prolifique de son époque parmi les auteurs juifs. C'est celui qui écrit le plus, c'est celui qui publie le plus, c'est celui qui est soutenu par la majorité des gens de la ville, mais il est complètement ignoré. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai vu toutes les archives de l'Alliance israélite universelle sur Essaouira, il n'est mentionné aucune fois, typiquement parce que c'est le genre de personnes qui n'intéressent pas les gens qui écrivent ces archives-là, c'est-à-dire les directeurs des écoles de l'Alliance, les voyageurs européens qui, lorsqu'ils le voient un rabbin analphabète de leur point de vue, c'est-à-dire qui ne connaît pas les langues européennes et n'arrive pas à prendre conscience en fait de quel peut être son impact social, bien qu'ils vont prendre en compte d'autres figures qui sont des figures intermédiaires, qui sont en réalité qui sont très impactées par lui, mais sans réaliser quelle est la source. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on est rendu à
7 heures en Italie, à 1 heure à Montréal, et puis à Jérusalem, il est quelle heure? 2 8 heures? heures. 8 heures, OK, donc c'est 1 heure plus qu'en Italie. Donc, on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup, Gabrielle, pour ta présentation. Merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir engagé la conversation avec nous, avec Gabrielle. Je vais juste vous inviter à la prochaine conférence qui se déroulera en anglais en suivant l'alternance de notre calendrier. On va rentrer dans l'univers des sons, Sound Beliefs, Narrative and Performance in the Works of Yeshayahu Leibowitz, Ovadia Yosef et Irving Greenberg, de la doctorante Netta Schramm de l'Université hébraïque de Jérusalem aussi. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous, merci à tout le monde. Et je veux juste dire que, puisque j'ai les commentaires, vous pouvez, j'ai quelques publications déjà que vous pouvez lire, vous pouvez voir sur Academia. C'est facile à trouver, et notamment une qui vient de sortir dans le Jewish Social Studies, qui traite entre autres de ce dont j'ai parlé ce soir et de Yosef Knef. Parfait, oui. On va peut-être aussi organiser là, toutes les conférences sont enregistrées, donc elles vont être sur notre YouTube, puis elles seront aussi sur notre site web, mais on va peut-être s'organiser pour mettre aussi des liens vers les publications. On va réfléchir à ça. Ou sinon, Alexandra suggère aussi que tu peux nous envoyer les articles et puis on pourra les envoyer aux personnes qui seront là ou les mettre sur le site par la suite. Avec grand plaisir. Le dernier article, je ne l'ai pas encore mis sur Academia, mais ça sera les jours qui viennent. Et c'est celui-là qui est lié à la conférence de ce soir et qui est en anglais. Ouais. Parfait, excellent. Alors, bon après-midi, bon fin d'après-midi, bon après-midi à tout le monde et à la prochaine, le 2 mars. Bye. Au revoir, merci beaucoup.